On va commencer. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Nous allons écouter notre conférencier de ce soir qui fait partie du cycle de conférences qui est organisé en partenariat avec la Maison de l'Architecture, l'École d'Architecture et le lieu unique. Et cette année, ce cycle de conférences s'appelle Les autres mondes de l'architecture. On a souhaité croiser les regards entre l'architecture qui se fait en France, ou du moins le regard qu'on peut porter sur l'architecture qui se fait en France, et l'architecture qui se fait ailleurs, dans d'autres mondes et dans d'autres pays. Et pour cela, on a invité donc des architectes qui travaillent en France et à l'étranger. Notre première conférencière était Lina Gottmet, pour ceux qui sont venus il y a à peu près maintenant 4 semaines, peut-être un mois. Et c'était vraiment passionnant et très intéressant. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir donc Tariq Walalou de l'agence Walalou plus Choi et qui va nous présenter son travail. Je vous présente moi très rapidement cette agence qui a été fondée par Lina Choi et Tariq Walalou. C'est une agence d'architecture et d'urbanisme qui s'appelle Walalou plus Choi, au plus C, et qui revendique le projet architectural comme modalité de négociation de situations complexes, ambiguës et étrangères. Le terme de étrangère me plaît beaucoup dans le cadre de notre cycle. Convaincu que l'invention ne se situe pas toujours dans le périmètre conventionnel d'intervention de l'architecte, la composition multiculturelle et pluridisciplinaire de l'agence lui permet un échange robuste et pertinent entre les cultures, les méthodes et les contextes. On verra d'ailleurs, je suis très intriguée sur l'adjectif de robustesse. Cet engagement donne aux architectures plutôt traitées par l'agence une profondeur qui marque la volonté d'inscrire de manière durable des éléments dans le territoire. Basée à Paris et à Casablanca, l'agence réalise aujourd'hui de nombreux projets d'envergure en France et à l'international. Voilà, je laisse la parole à Tariq Walalou que nous allons écouter avec plaisir. Merci. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici dans cette merveilleuse école dont j'ai vu la fin de la construction. La pratique de l'architecture me remplit d'énormément de plaisir, mais surtout d'un grand sentiment de honte. Et depuis qu'on a commencé à travailler avec Lina, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, on est pris dans un paradoxe très particulier, celui d'une discipline qui se définit dans une dialectique d'amélioration, parfois même dans une dimension médicinale. On parle de diagnostic, de pathologie, de greffe, de suture. Mais au fond, l'architecture est très souvent une forme de détérioration des territoires dans lesquels elle s'inscrit. Mais jamais autant qu'aujourd'hui, notre métier contribue de manière cynique parfois, criminelle souvent, à la détérioration de nos milieux, de l'organisation de nos tribus et de ce que peuvent encore faire nos corps. On considère que nous sommes des collaborateurs de système, on est des véritables collaborateurs dans un système qui, pardon, excusez-moi, qui sont des systèmes toxiques, mais surtout qui sont des systèmes en train de s'effondrer. Et ça, c'est une chose qui me frappe particulièrement, c'est que c'est quelque chose que l'on sait, mais auquel on ne croit pas. Cette notion de la savoir, qui est une rupture avec la croyance, me perturbe. Quand tu poses la question à n'importe qui du rapport qu'il peut avoir avec le climat, avec la ressource, avec l'énergie, avec la biodiversité, tout le monde sait ce qui est en train de se passer, mais on n'y croit pas. Si on y croyait vraiment, on changerait absolument tout de ce qu'on est en train de faire. Et avec Lina, depuis le début, et c'est quelque chose qui nous obsède, on considère notre travail comme une forme de résistance à ça. Et tout à l'heure, on parlait de mots à la mode. Nous, ce travail-là, on l'a commencé depuis une grosse quinzaine d'années. On a laissé des traces, les termes de résistance, de résignation. La dernière monographie de l'agence qui s'appelle « Territoire de désobéissance » ne parle que de ça. C'est au fond dans cette honte dont je vous parle qu'on enracine notre travail, qu'on essaye de voir comme une résistance parfois futile. Mais au fond, si l'architecture a à voir avec l'effondrement,
et depuis toujours, même si sa fonction première, c'est d'y résister, on se pose la question d'une nouvelle condition, celle qui serait de réfléchir à l'effondrement de notre civilisation. Alors quand je parle d'effondrement, je ne suis pas en train de parler de la fin du monde, mais je suis en train de parler de la fin d'un certain monde, celui que l'on connaît, dont je suis absolument convaincu qu'il verra une nouvelle humanité sortir. On est en train de définir des nouvelles géographies à travers des climats qui sont en train de muter à une vitesse incroyable. Une ville comme Madrid, en 2040, aura la température de Mossoul. Elle va prendre 8 degrés. Une ville comme Paris, en 2040, va prendre 7 degrés. On est en train de vivre des choses qui sont d'une violence dans un terme qui est le terme court de l'architecture. Face à ça, on est en train de vivre la 6e plus grande extinction de la vie sur cette terre. Alors moi, je donne des chiffres parce que c'est tout ce que je peux vous donner. Je ne vais pas vous les faire ressentir. Mais quand on dit qu'en 10 ans, ou sur les 10 dernières années, on a perdu 70% de la population d'abeilles en France, on a perdu 80% de la population d'oiseaux, ce n'est pas de petites choses quand on considère que notre métier doit être celui de témoigner pour la vie. On est aussi en train de voir l'apparition d'une nouvelle forme d'humanité, peut-être même une certaine fin de son évolution dans cette notion de son augmentation. Le rapport à l'économie et au travail qui a défini notre métier depuis 150 ans est en train de changer et on le vit actuellement, ce n'est pas quelque chose dans 20 ans. La rage que l'on vit chez nous, dans notre pays, en France, qu'on voit dans la rue, parle de cette mutation. Et enfin, on doit penser une architecture qui se sorte de son rapport à l'énergie. Toutes ces choses-là, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On a 3 possibilités. La première, c'est de le nier, de continuer à considérer l'architecture dans sa forme introvertie, autistique, de continuer à parler de la forme, du programme, du contexte, d'avoir une conversation peut-être parfois un peu molle, et surtout de dire que ça va se passer chez les autres avant de passer chez nous. Vous n'êtes pas de la génération du film La haine, mais c'est le « Jusqu'ici, tout va bien » de Mathieu Kassovitz. Pour l'instant, tout va bien. On ne se rend pas compte à quel point le confort dans lequel on vit ici est incompréhensible pour le reste du monde. Et on peut continuer à vivre comme ça ici. D'ailleurs, on parlera tout à l'heure de développement durable, qui est une des premières conséquences de ça. La deuxième possibilité, c'est d'attendre ces éléments de transformation avec une certaine gourmandise sinistre. Ce n'est pas du tout notre cas. Pour nous, on essaye de se poser très sérieusement la question de la place, de la nécessité, voire même de la possibilité de l'architecture. Avec Lina, on considère que 95% de ce qui se construit n'a pas besoin d'être construit. La première question qu'on se pose quand on commence un projet, c'est de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est 3 séries de réflexions sur un rapport au climat et comment on peut le fabriquer, sur la manière dont on peut réorganiser nos tribus et sur ce que peuvent encore faire nos corps. Je vais commencer à vous parler de quelques projets. Je vais essayer d'aller vite. Je ne rentre jamais dans les détails quand je parle des projets. S'il y a des choses que vous voulez que l'on discute après, je suis à votre disposition. Le premier projet est un lycée que l'on fabrique au milieu de nulle part, dans le désert, dans un territoire assez hostile au bord de la mer, où on a des températures extrêmes qui peuvent aller jusqu'à 60 degrés en été. Et pour des raisons absolument absurdes, quelqu'un a décidé d'y mettre une espèce de ville ou de technopole, et on nous a demandé de fabriquer un lycée pour 1000 gamins qui viennent de l'ensemble de la région et qui ne vivent pas chez eux, donc ils vont vivre ici. C'est une espèce d'immense internat. Et on a considéré qu'il fallait fabriquer un bâtiment, non pas qui se protège de l'extérieur uniquement, mais qui puisse vraiment fabriquer un climat à l'intérieur. Donc on a pris ce territoire pour lequel on a sorti au fond 2 éléments d'usage, les espaces publics qu'on a laissés au sol, un plateau des études qu'on a surélevé, qu'on a suspendu à 15 mètres de haut, qui fait 1,5 hectare, donc à peu près 3 fois l'emprise de cette école. C'est colossal. Et en le superposant sur ce territoire-là, on arrive à créer un territoire qui est quasiment tropicalisé, où l'ensemble, ce n'est pas un bâtiment sous un toit, c'est un bâtiment toit, où l'ensemble de la percolation et de la manière dont on récupère l'humidité permet de faire vivre un paysage qui est au cœur de ce territoire, qui doit être d'abord un territoire de protection pour des gamins qui sont seuls.
On voit ici 2 éléments de coupe qui permettent de comprendre comment on utilise cette dimension presque infrastructurelle pour protéger et fabriquer ce lieu. Donc ça, c'est une première approche sur cette notion de la fabrication du climat. Je vais vous parler d'une deuxième opération où là, on se pose la question non pas uniquement du climat, mais celle du paysage. On a eu la chance de réaliser un bâtiment dans un site magique, qui sont les ruines romaines de Volubilis. Alors Volubilis, c'est la ville romaine la plus à l'ouest de l'Empire romain. C'est là qu'on envoyait les gens quand ils avaient vraiment fait des bêtises. Il se trouve qu'on la voit aujourd'hui comme les Romains la voyaient. Il n'y a rien qui a changé. Le patrimoine de Volubilis, c'est le grand paysage. C'est les cyprès, le blé, la vigne. C'est la raison pour laquelle les Romains se sont installés ici. Vous voyez ici, dans la partie nord du site, il y a toute une partie que les Romains n'ont pas construite, parce qu'ils étaient plus smart que nous. Au début des années 20, les archéologues français sont venus installer de petites installations. Et vous vous rendez compte en regardant les images, on voit dans les angles des espèces de fissures qui sont presque caractéristiques de tremblements de terre. Au fond, la seule partie dans laquelle les Romains n'ont pas construit, c'était la partie du terrain qui était instable. On nous a demandé de fabriquer un musée ici il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et c'était le premier musée qu'on construisait au Maroc depuis l'indépendance. On a eu énormément de mal à proposer à l'UNESCO, puisque c'est un site qui est protégé par l'UNESCO, d'installer un bâtiment à l'intérieur du périmètre des ruines romaines. On a dû négocier ça peut-être pendant 1 an. Au bout d'un moment, le ministre de la Culture, qui est né près d'ici, Moulay Idriss, il en a eu tellement marre, et ça a fait ressortir chez lui une espèce d'anticolonialisme primaire. Mais c'est qui ces gens de l'UNESCO qui nous empêchent de faire ce qu'on veut? On avait rendez-vous avec eux mardi. Vendredi, il m'a dit « Tarek, il faut que tu me trouves une solution ». Sur mes deniers, on a pris des tracts, on est venu, on a tout démoli. Tous ces bâtiments qui sont au fond un témoignage d'une trace, mais qui ne nous paraissaient pas réparables. Ça a posé des drames absolus au niveau diplomatique. Mais au fond, aujourd'hui, le bâtiment qu'on a fabriqué est devenu pour l'UNESCO un exemple d'insertion dans le site. Tout ça pour vous dire qu'au fond, une grande partie du projet, elle se passe bien avant qu'on commence à dessiner les choses, simplement en définissant les périmètres. Le bâtiment qu'on a fabriqué, c'est un barrage qui utilise uniquement 3 matériaux, dans lequel on a voulu inscrire la durée de sa disparition. Il ne s'agissait pas pour nous de fabriquer une ruine romaine, mais de préfigurer le bâtiment dans la manière dont il va disparaître, en utilisant le béton, la pierre et le bois, qui sont les 3 seuls matériaux qu'on pouvait trouver sur le site. On a considéré que le béton, c'est ce qui resterait jusqu'au bout, la pierre ensuite, et le bois, c'est ce qui partirait en premier. Ce bâtiment est au fond d'abord un paysage, c'est une structure très fine qui fait 6 mètres de large sur 300 mètres de long, qui est un chapelet que l'on traverse et qui vient tout en haut, vous le voyez, tenir le sol et ensuite venir accrocher un chapelet d'éléments programmatiques extrêmement simples. C'est un bâtiment qu'on a construit avec très très peu de moyens. On a mis 8 ans à le construire avec des gens qui ne savaient pas faire ce genre de choses. Et ça nous a appris les vertus d'une certaine lenteur, dont je vous parlerai tout à l'heure. La caractéristique de ce bâtiment, c'est que son point le plus haut est plus bas que le point le plus bas de l'entrée, ce qui permet de redonner la profondeur du paysage qui était celle de Volubilis, que les bâtiments des années 20 ne permettaient plus d'avoir. On l'a construit avec un bois très précieux, qui est un bois de cèdre, qui est la seule chose qu'on pouvait trouver dans la région. Mais on avait tellement peu d'argent qu'on a dû utiliser ce bois très précieux que vous voyez posé sur les toitures et les façades comme brise-soleil, comme élément de coffrage. Donc c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. On a coffré ce béton, qui est un béton qui est plein d'acné, qui n'est pas du tout un béton précis, c'est pas du tout un béton à la Tadawando ou à la Zumthor, c'est un vrai béton des années 50 avec qui a une vraie vibration. Et on a pu utiliser ces lattes en coffrage. Une fois qu'on a coulé le béton, on les a poncés, on les a laissés sécher pendant 2 ans avant de pouvoir les reposer sur le bâtiment. Et ça donne un territoire qui permet d'abord de fabriquer des éléments d'usage, mais surtout de créer de l'ombre dans un lieu où on reçoit énormément de scolaires, énormément de gamins, et on a besoin de créer des lieux d'interstice où ils peuvent s'arrêter dans ce territoire particulier. Vous savez, dans la trajectoire d'un architecte, et vous allez tous vivre ça, il y a des bâtiments qui vous définissent. Une fois que vous les avez faits, vous n'êtes plus tout à fait le même et vous permettent de comprendre ce que vous avez envie de faire quand vous serez grand. Pour nous, ça a été ce bâtiment de Volubilis. Pour terminer sur la question des climats, je vais vous parler d'un bâtiment qu'on est en train de réaliser en ce moment, qui
qui est en cours de chantier, qui va se terminer le 20 octobre 2020, puisque c'est le pavillon du Maroc pour l'Expo universelle qui se tient à Dubaï. Dubaï qui est un territoire que je déteste absolument. Pour moi, c'est un des témoignages de la fin de notre civilisation. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Et on me demande d'y faire un bâtiment, et en plus, un bâtiment qui sera permanent. Donc il faut imaginer la transformation, et qui doit parler de notre civilisation, de la civilisation marocaine. Moi, je suis né, j'ai grandi au Maroc. Et quand on veut parler de quelque chose, souvent, nos pays essayent de figer une identité. Et on commence à projeter un certain orientalisme, un certain folklorisme. Alors que moi, j'ai toujours considéré, et je vous en parlerai tout à l'heure, qu'au Maroc en particulier, on a inventé une des grandes trajectoires modernes du XXe siècle. Casablanca en est un merveilleux témoignage. Et que la seule véritable tradition de ce pays, c'est sa modernité. Donc, ce qu'on a fabriqué ici, c'est d'abord un jardin, une intériorité, une rue, une série de jardins suspendus qui parlent de l'ensemble des écologies de ce territoire que l'on peut traverser, et ensuite un village vertical entièrement construit en terre, sans un gramme de béton. C'est le bâtiment le plus haut qui sera jamais construit en terre, puisqu'il fait quasiment 42 mètres de haut. Ce bâtiment-là raconte une seule chose, très simple. Dubaï, il fait à la fois très chaud, très humide. Donc, toutes les expériences que vous avez sont que des expériences de l'intériorité. À l'intérieur de Big Mall, tout ça, c'est lié à la climatisation. C'est un territoire qui ne peut pas exister si on n'a pas l'énergie de pouvoir climatiser les lieux. Donc, nous, on a pris le pari de ne pas mettre un seul gramme de climatisation dans ce territoire, de fabriquer des murs qui font 1,20 m d'épaisseur entièrement en terre, et que quand il va faire 40 degrés dehors, eh ben, il fera 32 degrés dedans. Quand il fera 22 degrés dehors, eh ben, il fera 27 degrés dedans. Cette notion que nos corps doivent commencer à accepter d'être dans l'inconfort, et que cet inconfort doit être supportable. Donc évidemment, ce n'est pas une petite chose. Vous ne m'entendrez jamais parler de développement durable, sauf tout à l'heure pour dire que c'est la pire chose qui puisse exister. Mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt de se mettre dans des situations où les bâtiments ne sont plus des abris, ne sont plus des étanchéités, mais commencent à essayer de devenir des membranes, commencent à essayer de respirer avec l'extérieur. Ce bâtiment-là fonctionne au fond comme une boîte à climat. J'en ai terminé pour l'instant pour le climat, je reviendrai tout à l'heure dessus. Une des obsessions de notre travail, c'est l'organisation humaine ou les organisations humaines. Ce qu'on adore dire en France sur le bien vivre ensemble, ce qui est une phrase très très moche. Au fond, nous on est installés à Paris depuis 18 ans. On a travaillé dans une petite trentaine de pays. Ce qui caractérise notre humanité, c'est deux choses. Elle s'agglomère pour vivre ensemble, mais on ne sait jamais à quel moment on commence à dire que la ville existe et qu'elle a besoin encore de son territoire rural pour faire vivre ce qui existe dans les villes. Les formes des villes et les formes des territoires ruraux sont tous différents partout. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit encore inventer une manière d'assembler nos tribus. Moi, je vis en France. Je suis d'une culture française. J'ai été à l'école française depuis que j'ai 5 ans. Je pense qu'on vit un moment très compliqué de notre culture contemporaine. La France va très 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 mal. Il n'y a plus de gourmandise vers l'avenir. On n'attend plus rien du progrès. On est aigri même en disant on veut juste garder le peu qu'on a. On a peur qu'on nous le prenne. Il faut vous rendre compte à quel point c'est une folie de penser comme ça, que le reste du monde a besoin qu'on s'ouvre vers eux et que nous, on a besoin d'absorber l'énergie absolument positive qui se passe ailleurs. Quand vous avez la chance de travailler dans un continent comme l'Afrique, vous vous rendez compte que le ressort ici est complètement cassé, que tout ce qu'on est en train de fabriquer n'a plus beaucoup de sens. Il n'y a plus rien de nécessaire dans ce qu'on fabrique ici, sauf à écouter ce qui se fabrique ailleurs pour essayer d'en capter l'énergie. Donc assemblons nos tribus, celles-ci, pas celles qui sont juste ailleurs. Je vais commencer par une chose très simple. En 2040, c'est-à-dire dans 20 ans, on va avoir 3 milliards de nouveaux urbains. Pas 3 milliards de personnes en plus sur Terre, mais 3 milliards de personnes en plus qui vont habiter dans des villes. Elles ne pourront pas habiter ni Paris, ni New York, ni Tokyo. Elles ne pourront pas habiter des villes qui sont des villes sédimentées et qui ont mis 500 ans, 1000 ans à se fabriquer. Il faut qu'on réapprenne, et qu'on réapprenne vite,
à fabriquer des villes nouvelles. Alors, c'est vrai que la ville nouvelle a mauvaise réputation en France, sauf que partout ailleurs, on n'a plus le choix. Et une des raisons pour lesquelles elle a mauvaise réputation, c'est que les architectes ont abandonné leur rôle prospectif. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a l'obligation, la nécessité de penser l'avenir. Non pas pour le construire. Quand Archigram font Walk in City, à aucun moment ils pensent qu'ils vont la réaliser comme ça. Quand on pense l'avenir, on se trompe toujours. Mais le fait de se tromper ne doit jamais nous empêcher d'y penser. Parce que quand les architectes l'ont fait, une des raisons pour lesquelles la brisure du mouvement moderne nous empêche de penser l'avenir, c'est que quand on a pensé ça, on a fabriqué ça. Et on l'a fabriqué sans cette dimension critique dont on a absolument besoin quand on imagine des nouveaux territoires. Ça fait 15 ans qu'on fabrique des villes et je voudrais partager avec vous les 2 seules conclusions à laquelle je suis arrivé sur ce qu'on est en train de faire. La première chose, c'est qu'on veut faire des villes dont les infrastructures sont visibles et des villes qui sont dimensionnées. Alors, les infrastructures visibles, au fond, c'est simplement pour se dire qu'aujourd'hui, ça c'est une vue de Los Angeles, jusqu'à en gros 150 ans, les villes ne vivaient que de l'infrastructure immédiate et existante. Qu'il y ait des murailles et qu'on vive d'un arrière-pays agricole, que les murailles soient visibles ou pas. On a commencé à avoir des villes infinies quand on a pu transporter l'électricité, transporter l'eau, transporter l'assainissement, transporter la fibre téléphonique. Aujourd'hui, une ville comme Los Angeles, où dans sa grande conurbation, c'est 20 millions d'habitants, l'eau qui est consommée à Los Angeles, elle arrive de 650 km des montagnes du Colorado. Une ville comme Las Vegas ne peut pas exister si cette dimension ne se passe pas. Aujourd'hui, le pays le plus riche du monde, on a à Los Angeles des coupures d'eau quasiment quotidiennes dans les quartiers, simplement parce que le modèle urbain sur lequel il est basé n'est juste pas tenable. Face à ça, on a, dans tout le reste de notre histoire humaine, un rapport à l'infrastructure qui, au lieu d'être enterrée pour la faire transporter, est une infrastructure visible qui fabrique le paysage. Que ce soit les aqueducs romains, que ce soit les grands bassins, là c'est les bassins de la Ménara de Marrakech, qui sont des bassins de rétention et d'irrigation d'un immense territoire rural. Je prends le cas de Marrakech, pour ceux qui connaissent cette ville. Les bassins de la Ménara et le bassin de l'Agdal ont servi de réseau d'eau municipalisé jusque dans la fin des années 60, alors que c'était un système qui datait du XIe siècle. On a ces dispositifs en Inde, mais aussi bien à Venise. Et ce qui caractérise tous ces dispositifs visibles, c'est qu'ils sont dimensionnés sur un nombre fini de personnes. Quand vous êtes sur un campo vénitien, il y a un puits qui est lié à une communauté. Cette communauté, elle est dans un nombre de personnes contenues et elle a la responsabilité de gérer cette infrastructure qui est commune. Dès l'instant qu'on ne compte plus les gens, et que les infrastructures ne sont plus visibles et la responsabilité de la communauté, on se retrouve dans des territoires qui deviennent infinis. On a eu la chance de faire un premier immense projet urbain dans un territoire qui fait à peu près 4000 hectares, immense, c'est à peu près les 3/4 de Paris, si on enlève les 2 bois, donc c'est la taille de Paris. Sauf qu'on l'a fait dans un pays où l'État ne pouvait pas nous amener dans le site les infrastructures nécessaires. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'assainissement. Donc on ne pouvait faire qu'avec ce qu'il y avait sur place. Du coup, on sort de la question du développement durable et on commence à fabriquer une écologie par la nécessité. Et là, je fais une petite parenthèse. Et s'il y a des profs qui s'occupent de développement durable, il faut fermer les oreilles. Et si vous avez des profs qui s'occupent de développement durable, il faut les jeter par la fenêtre. Le développement durable, c'est la pire invention, la plus cynique, qui permet aux pays riches, nous, de continuer à vivre sur le dos des pays pauvres. Ça veut dire quoi le développement durable? Ça veut dire qu'on veut continuer à faire le moins d'emprise possible sur le sol, de peser le moins possible pour pouvoir continuer à vivre comme continuer à vivre. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on change tous nos modes de vie, et tous radicalement et de manière égalitaire. Sans quoi, on va vivre une révolution mondiale. On ne peut pas demander aux gens de vivre dans la misère absolue loin, parce qu'au fond, les pays qui font le développement durable, c'est les premiers pollueurs, c'est les premiers qui impactent le climat, et c'est les derniers qui vont être impactés. Aujourd'hui, c'est dans les îles Fidji, c'est au Kenya, c'est à Madagascar qu'on vit dès maintenant les changements climatiques. Ce n'est pas encore à Paris ni à Nantes. Donc ici, ce qu'on dit, c'est,
écoutez les gars, on va essayer de faire un peu mieux, on va peser un petit peu moins, empreinte carbone neutre, RT 2012, HQE, LEED, tout ça, vous le jetez à la poubelle. Parce que ça ne nous permet absolument pas de changer de paradigme. Si ce n'est pas clair, je le redirai tout à l'heure 3 fois. Je reviens sur ça. Donc dans ce territoire, il a fallu qu'on fabrique un élément dimensionnant. On n'avait rien. On a considéré que l'eau était à la base de tout. Donc on a dit combien d'eau on peut capter. Et sur cette base-là, on a dit c'est sur cette quantité d'eau qu'on va pouvoir fabriquer une ville pour 127 204 habitants. Je reviens sur cette notion un peu absurde d'une ville de grandeur conforme. Vous connaissez tous l'unité d'habitation de Le Corbusier? Okay. Le nom de l'unité d'habitation, c'est l'unité d'habitation de grandeur conforme. L'idée de Le Corbusier, c'était de dire, à partir d'une certaine dimension, je crée une communauté, au-delà d'une certaine dimension, cette communauté casse. Je crois absolument qu'on doit faire l'exercice de la ville de grandeur conforme. Comment on l'a fait? On a d'abord fabriqué des barrages là où on avait des vallons, en comprenant la topographie. Ça nous a permis de faire des retenues d'eau. Sur ça, on a créé un réseau vert qui permet de protéger l'eau. On a commencé d'abord par faire une immense parcellisation agraire, parce que la ville, c'est d'abord la colonisation du territoire agricole. Et plutôt que de construire ça dans une densité continue, on a fabriqué des poches d'hyperdensité en gardant l'agriculture comme facteur économique principal de ce territoire. Donc on a considéré ce territoire comme d'abord un territoire agricole qui devait s'urbaniser, en se disant que toutes les villes ont commencé comme ça. Si vous fermez les yeux et que vous pensez à Saint-Germain-des-Prés au XVIIe siècle, ben c'était encore les prés. Si vous pensez à l'Agdal de Marrakech, c'est ce qui nourrissait l'ancienne Médina. Il y a toujours eu ce rapport entre la ville et son arrière-pays, et qui ne doit pas être un rapport d'extériorité. Aujourd'hui, on vit la ville, la banlieue, la campagne. Quand la banlieue s'est intercalée entre la ville et la campagne, on ne sait plus vivre, on ne sait plus coloniser le territoire rural. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'agriculture urbaine, ce qui est... Passons. Donc ça donne ça. C'est un territoire sur lequel on travaille depuis 10 ans et qui est en train de se construire. On a travaillé sur 3 autres territoires, 3 autres villes nouvelles, dont une dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais qui est un territoire sur pas loin de 2000 hectares et qui mène ses réflexions beaucoup plus loin, puisque sur Bab Zahir, on a pris uniquement l'eau comme facteur dimensionnant. Là, on a travaillé à la fois sur l'énergie, sur les circuits courts de nourriture et sur la manière dont on peut retraiter l'ensemble des déchets. Face à la nécessité de fabriquer des nouveaux territoires, je vais vous parler d'autre chose. Il y a, en 2010, donc peut-être, ouais, non, un peu moins, 2008, on a ces 2 humanistes se sont rencontrés. Vous vous rendez compte, non, c'est 2007. Kadhafi invité à Paris, en grande pompe, qui plante sa tente aux Invalides, enfin le truc dément, et il vient pour acheter plein de trucs. Il achète des radars, il achète des missiles, dont il s'est ensuite servi contre sa population, mais il a aussi acheté un truc qui est la replanification de l'ensemble des villes du territoire libyen. Et ça a été acheté à l'IAURIF, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une très grande maison qui a vraiment produit une vraie pensée sur la ville, c'est des très bons. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé le territoire de Tripoli, ils ont gardé le territoire de Benghazi, et ils m'ont demandé à moi de m'occuper de tout le désert. Le désert, c'est quoi? C'est un territoire qui fait à peu près 2,5 fois la taille de la France, c'est le Fezzan, et qui est entre le Darfour et la Méditerranée. Donc quand la France finance des projets d'urbanisation dans le désert libyen, excusez-moi pour le lapsus, c'est absolument pas par humanisme. C'est pour essayer de fixer les populations. Il y a aujourd'hui un effet billard. Le Darfour, c'est le Tchad, hein, d'accord? Il y a un effet billard où les gens du Darfour arrivent en Libye, les Libyens arrivent en Italie, de l'Italie, ils arrivent en France, etc. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on fixe les populations. C'est un territoire d'abord, ce qu'on n'imagine pas, d'une extraordinaire beauté. C'est incroyablement beau. C'est un territoire d'oasis inimaginable et fabriqué avec un urbanisme qui est un urbanisme côtier, qui ressemble à ce qu'on verrait sur la French Riviera, d'accord? Ce que vous voyez en haut,
c'est une mer de sable en haut, une mer de sable en bas, et une série de points blancs qui sont une série de villes construites face à la mer de sable. On parle de 50 villes, mais quand on dit 50 villes, en réalité, c'est une capitale, Sebha, 200 000 habitants, 5 villes moyennes, 20, 30 000 habitants, et ensuite des petits villages. L'ensemble de ce territoire, qu'est-ce que j'ai fait de... Ouais. L'ensemble de ce territoire, dont je vous disais qu'il était merveilleusement beau, est posé sur un immense lac d'eau fossile, de l'eau fraîche, mais en quantité colossale. Ce qui fait que tu fais un trou dans le désert, tu as de l'eau. Sauf qu'elle ne se recharge pas parce qu'il ne pleut plus. Kadhafi, dans sa grande sagesse, a fait cette immense infrastructure qu'il a appelée The Man-Made River, où il prend l'eau du désert pour l'amener jusqu'à la côte pour faire de l'agriculture. Quand on a fait le calcul, on s'est rendu compte qu'il n'y avait encore de l'eau que pour 25 ans. Donc on s'est retrouvé dans une situation de proposer, non pas l'accroissement des villes, ce pourquoi l'urbanisme a été inventé. L'urbanisme comme discipline est une invention de la fin du 19e siècle pour organiser la croissance des villes sous la pression de la révolution industrielle. C'est un outil de croissance. Là, il fallait qu'on trouve une manière de faire disparaître, d'aller voir les gens et de leur dire, vous savez quoi, cette ville-là, si vous voulez continuer à vivre un peu plus longtemps dans ce territoire, il faut que vous la quittiez. Le village dans lequel vous êtes, il faut que vous partiez, vous et vos enfants et vos grands-parents, et que vous alliez tous dans la grande capitale. Donc on a proposé l'hypermétropolisation de Sebha, de passer d'une ville de 200 000 habitants à une ville d'1 demi-million d'habitants, de garder les 4 autres pôles qui sont des villes de taille moyenne, et de faire disparaître la totalité des autres villes, de les rendre à la nature. Ça a été pour moi, pour nous, une vraie révélation de se dire qu'on doit à la fois penser des nouveaux territoires urbains, et on doit aussi commencer à apprendre que toute une série de territoires doivent être rendus à la nature. Et pas uniquement là-dedans. Quand vous regardez aux États-Unis, ou en Espagne, ou en Grèce, ou en Italie, après la crise financière de 2008, ces immenses lotissements qui ont été construits et qui n'étaient pas habités, qui ne sont toujours pas habités aujourd'hui, ça, c'est des territoires qu'il faut rendre à la nature. Et il faut qu'on trouve une manière de le faire qui puisse être intéressante. Tout ce travail-là nous a menés à la Biennale de Venise en 2014 à fabriquer le premier pavillon du Maroc à la Biennale de Venise. C'était Rem Koolhaas qui était le commissaire, mon dernier patron, et qui a fait, dont le thème c'était les fondamentaux, 1914-2014. Donc la réponse du pavillon marocain, ça a été de dire fondamentalisme, évidemment, en se posant 2 questions. D'essayer de montrer quelle était la grande trajectoire moderne et ce qu'on a pu inventer au XXe siècle au Maroc, et qui sont des inventions pas uniquement architecturales, mais urbaines, sociales, avec des expérimentations civilisationnelles très particulières, en montrant un bâtiment tous les 10 ans. Et de l'autre, face à cette réflexion historique, on a invité une dizaine d'architectes à s'interroger sur comment on peut habiter l'inhabitable, comment on peut habiter le désert. Et on a donné à chacun d'entre eux 1 km3, 1 km par 1 km par 1 km, de désert, en leur disant « dessine-moi une ville ». Et on a fait tout ça en le posant sur 100 mètres cubes de sable du désert de l'Aïoun, qui ont permis aux gens de vraiment pouvoir vivre cette expérience de manière assez viscérale. Alors il y a eu des réponses très essentialistes, presque mésopotamiennes, d'autres comme celle-ci qui est un extraordinaire projet proposé par un architecte espagnol d'une structure poreuse qui absorbe toute l'humidité en se disant c'est d'abord inhabité, laissons d'abord l'humidité arriver, laissons les plantes arriver, et puis les humains arriveront quand ils arriveront. Une approche plus techno de XTU, avec Anouk qui a proposé cette idée de faire des espèces de chaussettes avec des bactéries qui mangent le sable, et quand elles le mangent, elles le cristallisent et donc font des formes solides. Et puis, la proposition qu'on a faite était, au fond, assez simple, de se dire, dans le désert, il fait très chaud la journée, il fait très froid la nuit. Quand on vit dans une ville, on fait les choses l'un à côté de l'autre. Je travaille ici, je dors ici, je vais à l'université ici. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait la journée et de qu'est-ce qu'on fait la nuit, en fabriquant une ville qui est creusée dans le sol pour la journée
et une ville qui est suspendue par-dessus. Pardon, excusez-moi. Donc, au fond, cette idée, ce n'est pas une ville, c'est une espèce de quartier, une espèce de phalanstère. Ça a presque une dimension piranésienne et un peu carcérale. Cette notion de cette ville du dessous, avec cette ville du dessus, et dont l'espace public est un immense vide qui est partagé entre les deux. La raison pour laquelle je parle de ça, c'est que je considère, je vais en parler peut-être une petite minute, que notre travail doit garder une dimension spéculative. On construit énormément, on dessine énormément, on enseigne. La moitié de l'agence, c'est au plus C. La deuxième moitié de l'agence, c'est une fondation à but non lucratif qui s'appelle CO2, dont l'enjeu, c'est de faire ça, de la spéculation, de la réflexion, un laboratoire de recherche, des publications. L'idée que l'un n'est pas contre l'autre. Vous n'êtes pas obligé de choisir la voie de l'université pour être dans une tour d'ivoire ou la voie du chantier pour être dans des tranchées. Aujourd'hui, la seule, pour nous en tout cas, la seule voie qui a un sens, c'est celle qui est alimentée entre la spéculation et la fabrication. Je vais un peu accélérer. Face à habiter l'inhabitable, on se pose la question dans le quotidien de comment les projets peuvent proposer des formes de transgression. Ça, c'est un espace public qu'on a fabriqué à Rabat où on nous a demandé de faire un parking. Sauf qu'un parking à cet endroit-là, évidemment, il était nécessaire pour la ville, sauf qu'il ne fabriquait pas d'espace. C'est une ville où les espaces publics ne sont pas des places, ce sont des espaces déambulatoires et commerciaux, des avenues. Et donc, on a fermé 2 rues plutôt que d'avoir cet immense rond-point. Et on est allé voir notre maître d'ouvrage en lui disant on va enlever un niveau de sous-sol de parking pour y installer un espace public. Il n'était pas forcément ravi. Et ça a été un projet très angoissant pour nous parce qu'il est resté comme ça pendant très longtemps. Vous savez, dans nos pays, on a l'angoisse de l'inauguration. Dès qu'on finit un truc, il faut que quelqu'un vienne couper un ruban. Et personne n'est venu couper un ruban parce qu'un espace public, on ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça termine. Et surtout, on ne sait pas si ça peut marcher. Quand on travaille l'architecture, on travaille des dimensions extensives. Quand on travaille l'espace public, on travaille des intensités, des flux, des densités, des températures, de la pression. Donc ce territoire, on l'a décaissé parce qu'on avait 2 voies extrêmement passantes, on l'a protégé. Et ça a beaucoup angoissé les autorités du pays, jusqu'aux plus hautes autorités chez nous. Et ils voulaient mettre quelque chose au milieu. On y met une patinoire parce que le roi venait de revenir de New York et il venait du Rockefeller Center où il y avait une patinoire en hiver. Il m'a dit mets-moi une patinoire ici. Où on met une horloge, on met une fontaine. L'idée que si on met rien, on ne contrôle pas ce que les gens font. C'est exactement ce que nous voulions. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à venir, un peu timidement. D'abord les gamins, puis il y a eu un immense festival de musique et il leur fallait une scène en plus. Et moi, je n'étais pas sur place. Et ils se sont installés et ils ont fabriqué ça du jour au lendemain. Moi, j'ai appelé mon assureur parce que ce n'était pas du tout prévu pour ça. Et dès que ça s'est passé, ça a été absorbé par la ville. La notion que les rituels d'utilisation intègrent les espaces dans le territoire urbain sont importants. Une autre transgression, mais parisienne celle-là, mais toute petite, toute petite. Ce que vous voyez à gauche, c'est la ville de Fès. Ce que vous voyez à droite, c'est une petite rue dans le quartier de Cluny à Paris. On fabrique le centre culturel du Maroc à Paris, et plutôt que de se poser la question de qu'est-ce qui nous différencie, et d'essayer de projeter une identité fantasmée, faite d'arcades, de tuiles vertes vernissées et de cornes de gazelle, on s'est posé la question de quel est le substrat qui est le même, quelle intersection entre la culture urbaine parisienne et la culture urbaine marocaine, et c'est au fond l'espace médiéval savant, qui est représenté par ces 2 espaces. Et on fabrique un projet, mais dans un tout petit truc, ce qui n'est pas notre habitude. Nous, on n'est pas des architectes de la dent creuse. C'est un bâtiment qui fait 300 mètres carrés, 10 mètres de façade par 30 mètres de profondeur. Et on a décidé d'en faire une ville. Un tout petit truc, mais dans lequel on a voulu faire une accumulation, justement pour recréer ces rapports de compression d'espace, mais surtout pour créer une rue à l'intérieur de cet espace, pour créer un shortcut, un raccourci. Parce que ça permettait d'aller du parc de Cochin vers le Luxembourg. Avec cette idée toute bête qu'on est dans un endroit un peu inerte du boulevard Saint-Michel, et que si on fabrique un raccourci, les gens vont passer par là. Et que c'est ça qui va faire vivre le projet. Le projet est en cours de chantier, sera livré au mois d'octobre également. Et donc du coup, avec cette superposition, on crée toujours ce rapport entre l'extériorité et l'intériorité, avec presque cette volonté de se perdre dans un tout petit bâtiment. C'est un travail qu'on a mené pour un projet de réinventer Paris, qu'on a appelé Supercontinent, à la Villette,
qui devait être, ou qui doit être, un centre des cultures de l'Afrique. Et nous, on a dit, l'Afrique, c'est d'abord le bordel. Donc, il faut le célébrer. C'est pas du tout... c'est une autre forme d'organisation. C'est une forme d'organisation par l'accumulation, par la superposition, par l'hybridité. Et ils font jamais là où tu leur dis de faire. Donc ça ne sert à rien d'essayer de forcer le truc. On a fabriqué un territoire justement où cette multiplicité programmatique qu'on voit dans tous les programmes qui se passent aujourd'hui est proposée dans une structure totalement indéterminée, dont ce bâtiment d'ailleurs est une très belle référence. Et donc cette notion qu'on peut, depuis les dessous jusqu'au dessus, travailler ces systèmes d'accumulation en fabriquant des espaces qui sont des espaces que l'on redonne à la ville à l'intérieur du bâtiment, pour que des espaces publics, municipaux, puissent se passer à l'intérieur de ce territoire, plutôt que juste devant. C'est l'inverse de Beaubourg, d'une certaine manière. Ça nous plaisait beaucoup. Avec une vue sur le périph', avec cette volonté que ce boulevard allait peut-être changer un jour. Après les climats, après les tribus, la question du corps est peut-être celle qui nous inquiète le plus. Je vais parler d'acclimatation parce qu'au fond, on est né de ça. D'abord, c'est une très belle notion. C'est une notion inventée à la fin du 19e siècle. Et quand vous regardez toutes les cultures coloniales, on a toujours fabriqué des jardins d'essai, à Madagascar, au Maroc, en Algérie, dans les Indes, avec cette idée qu'on amène des plantes, certaines meurent, d'autres mutent, certaines changent. Et ça, pour moi, c'est peut-être la plus belle métaphore de l'architecture, cette notion d'une greffe qui accepte sa mutabilité. Ça a sauvé l'architecture moderne au Brésil, ça l'a définitivement sauvé au Maroc. Et l'inverse de ça, c'est ce qu'a fait Jeannot à l'Institut du monde arabe, qui est un très très beau bâtiment. Sauf que ce bâtiment, il a fabriqué tout ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire une identité superficielle. On parle du monde arabe, donc c'est un moucharabier, en plus avec un motif ottoman. C'est tout ce que vous voyez partout. C'est le début de l'architecture mondialisée, où je prends une forme contextuelle prise sur un truc dans un lounge d'aéroport, où je peux faire... alors ça peut être fait avec plus ou moins de talent. Jean Nouvel est un architecte extraordinairement talentueux. Si vous n'avez pas encore été au Louvre d'Abu Dhabi, il faut y aller, c'est une claque. Ça vous donne envie de faire médecine. Mais vraiment, hein, je sais que c'est un sport national de dire du mal de Jean Nouvel. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, même quand il se trompe. Face à ce bâtiment, on nous a demandé d'installer une tente pour une grande exposition. Et j'ai aimé cette idée. D'abord parce que la tente, c'est une forme universelle. C'est la yourte, c'est le tipi, et c'est évidemment les grandes tentes du désert. Et on a essayé de fabriquer un territoire en se disant comment on peut à la fois parler de l'immense universalité et de l'hyper-localité. Donc on a fabriqué une tente qui est une topographie dans sa forme qui n'a rien d'une tente traditionnelle, mais qui utilise un matériau, qui est cette laine, qui est tissée dans les coopératives des femmes du désert. Et on l'a installée à Paris. Fun fact, on avait oublié que la laine, ça rétrécit quand il pleut et quand il neige. Donc on a eu beaucoup de problèmes pour l'installer. Mais ce qui est très beau, c'est que ce bâtiment qu'on a installé, qui est un bâtiment temporaire, a au fond permis un dialogue extraordinaire entre ces deux bâtiments, le bâtiment d'Albert de Jussieu et le bâtiment de Nouvelle et de Architecture Studio, et de Solaire d'ailleurs, ce qu'on oublie souvent. Et en créant cette relation que j'ai trouvée assez puissante, même si elle était un peu exotique d'une certaine manière. Face à cette notion d'acclimatation, je vais vous parler très rapidement d'un dernier projet, ou d'un avant-dernier projet, sur le thème de la cannibalisation, puisque je vous parle des corps. On dit souvent qu'il faut faire la ville sur la ville. Moi, je vous dis il faut faire l'architecture avec l'architecture. On oublie que le matériau premier de l'architecture, c'est l'architecture elle-même. Quand les papes de la Renaissance ont reconstruit Rome au XVe siècle, ils l'ont fait avec les marbres du Forum. Cette image, c'est Lucca, une petite ville toscane. Ce que vous voyez, c'est une forme urbaine qui s'est construite, qui a cannibalisé un colisée. Et cette notion de cannibalisation, on a essayé de la porter partout. Je vais vous montrer un bâtiment que j'aime par-dessus tout, qui est une exploration qui a été faite dans les années 50 sur l'habitat adapté, par Candilis et Cochard. L'idée était très simple. Le bâtiment de gauche, on l'appelle Nid d'abeille. Je ne sais pas si vous le connaissez. L'idée de l'architecte est merveilleuse. C'est de comment on fait du logement moderne pour les Arabes. Les Arabes, ils ont des patios, mais il faut les faire vivre dans des immeubles. Donc on va mettre des patios superposés. Et c'est très beau, parce que c'est abstrait, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de slip, c'est génial.
Euh, Sauf que ce que veulent les Arabes, c'est une pièce en plus, comme tout le monde. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est de les fermer. Ça, pour moi, c'est les deux absolues intentions de l'architecture. Il faut absolument cette radicalité, mais il faut toujours laisser la place à la mutabilité, à la transformation. Sinon, les bâtiments sont inertes. Les bâtiments qui sont capables d'être aussi beaux comme ça que comme ça, c'est des bâtiments vraiment réussis. Alors moi, j'ai une certaine préférence pour celui-ci, parce qu'il parle de deux choses. Il parle d'un territoire qui a permis la radicalité et qui l'a métabolisé, qui l'a digéré, qui a transformé en autre chose. Et ça, c'est très beau, parce qu'à aucun moment, toute cette architecture est perçue comme une architecture de l'étranger. Très, très grande différence, par exemple, avec Alger. Ça, c'est Casablanca. C'est tout. C'est cette énergie-là qui est encore là aujourd'hui. Là, je vais vous parler d'autre chose. On a réhabilité une série de caravansérails dans la très vieille ville de Fès. Alors là, on est dans autre chose. On est dans une ville millénaire. Ceux qui ne sont pas allés à Fès, il faut y aller. C'est une machine à voyager dans le temps et dans l'espace. Et il s'est trouvé que 2 parmi ces 4 caravansérails étaient collés. Un construit au XIVe siècle, un construit au XVIe siècle, mais ouvert sur 2 rues différentes. Notre intervention, au fond, a été de les lier uniquement par un grand escalier, une espèce d'immense chambord qui a permis de les faire traverser. Pourquoi je vous parle de cette opération? C'est parce qu'on l'a traitée avec beaucoup de simplicité. On n'a pas un gramme de béton, on a utilisé exactement les mêmes matériaux qui étaient utilisés à l'époque. Juste une petite anecdote, parce qu'elle parle de tout. On avait fait un planning de chantier pour ça, en se disant on va faire les études, le chantier, etc. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte qu'on n'arrivait pas à le tenir. Pour une raison simple, c'est que l'élément dimensionnant du temps, c'est le nombre d'ânes qui peuvent aller et venir du chantier pour ramener les matériaux et sortir les déblais. Tout ça pour vous dire que vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez imaginer, mais à un moment donné, il y a toujours un âne. Ici, c'était effectivement un âne, mais chaque opération a son âne. Moi, je pose toujours la question à mes collaborateurs, il est où l'âne? Qu'est-ce qui va nous tomber dessus qu'on n'a pas utilisé pour penser le projet? Alors évidemment, quand on fabrique ça, on essaye de le fabriquer dans la forme la plus contemporaine, la plus simple, la plus épurée, parce que ce qui existe encore, on le réhabilite de manière orthodoxe. Ce qui n'existe pas, il faut évidemment le réinventer. Ça fabrique des lieux surtout qui sont liés et qui deviennent un espace public qui est traversé d'une rue à l'autre à travers cet immense escalier entre les deux. Le dernier point que je vais soulever, il est lié à la notion du confort. Je vous en ai parlé tout à l'heure rapidement. Je fais partie des gens qui fabriquent des bâtiments compliqués à utiliser, des maisons désagréables à vivre. Et je le fais avec enthousiasme. L'idée que la distribution, le confort, doivent dicter notre pensée de l'architecture, c'est ce qui fait que le logement ressemble à ce que vous avez autour d'ici, ou pire, en entrée de ville, dans les structures pavillonnaires. Il n'y a aucune architecture qui vaut quelque chose qui est confortable. Personne qui a des enfants qui est allé à Venise avec une poussette pense que Venise est une ville confortable. Et pourtant, je vous assure, ça vaut mieux que toutes les autres banlieues du monde. Il faut qu'on efface absolument ce rapport que l'on a au confort. Là, je veux vous parler d'un projet très simple, qui est une petite maison qu'on a fait près de Marrakech. C'est la dernière chose. Je vous montre ça parce que ces traces de territoire m'habitent beaucoup. Ça, c'est une mosquée de plein air qui est posée, il y en a partout. Hein. Elles ne sont jamais utilisées. Elles sont utilisées une fois par an pour une fête religieuse, et une fois par an, j'ai 200 000 personnes devant. De la même manière que j'ai les rituels d'appropriation, l'idée qu'une fois par an quelque chose se passe suffit à ce qu'un lieu existe. On a fabriqué 2 maisons au milieu de nulle part. Il se trouve que dans ce milieu de nulle part qui était immense, donc il n'y a pas de parcellaire, il n'y a pas de règlement d'urbanisme, tu te reposes des très vieilles questions de il est où le vent, il est où le soleil, il est où le sol, tu cherches où est l'eau, tu te poses des très très vieilles questions. Il se trouve que les 2 personnes qui voulaient cette maison, ces 2 maisons, voulaient avoir cette vue sur l'Atlas. Donc on a fabriqué une maison très très fine qui fait à peine 4,80 m de profondeur sur 70 mètres de long et qui se pose très simplement dans son paysage. Une maison pareille, il faut sortir pour aller aux toilettes. Le rez-de-chaussée, c'est 4 pièces qui sont tenues par un volume par-dessus. Cette notion que pour forcer le rapport du corps avec le paysage, il faut le mettre dans des situations d'inconfort nécessaires. C'est une manière pour nous de vous parler d'une façon de réveiller nos corps. En conclusion, j'essaye de vous dire une chose et une seule chose. Notre travail ne veut pas être une sténographie des apparences,
ou une sténographie du réel. On essaye uniquement de faire trois choses. D'inventer une architecture qui doit être la nôtre et qui doit d'abord se déshumaniser, sortir de ça, sortir de l'humanisme qui a fabriqué notre tradition architecturale pour commencer à témoigner pour l'ensemble du vivant. La deuxième, c'est que cette architecture, elle doit sortir des enclos et commencer à fabriquer des membranes. Et en dernier, et c'est peut-être la chose la plus simple à dire et la plus difficile à faire, c'est d'essayer d'inventer un nouveau rapport à la ressource et à la rareté. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation qui était passionnante, très riche, avec beaucoup d'informations, beaucoup de projets. On va lancer les débats. Et moi, peut-être je vais commencer à poser la première question. Tu parles beaucoup de ta vision du monde et de ta manière de travailler, mais, et on en a parlé un tout petit peu avant de démarrer cette conférence, j'aimerais que tu nous expliques comment tu trouves ton travail. Est-ce que tu fais des concours d'architecture? Est-ce que tu réponds à des appels d'offres? Comment ça se passe en fait dans la vraie vie de l'architecte ou des architectes chez Oualalou & Choi? Ok, bon. Normalement, on ne parle pas de ce genre de choses. On dit souvent qu'il y a deux choses dont on ne montre jamais comment elles sont faites, les lois et les saucisses, laws and sausages. Moi, je pense que c'est la même chose pour l'architecture. On a une manière de travailler qui est un peu particulière. On a commencé comme une agence parisienne à répondre à quelques concours et on s'est très vite rendu compte de deux choses, qu'on ait énormément de poissons dans un tout petit bocal et que les questions qui nous sont posées ne sont absolument pas intéressantes. On est 3 ans architectes à répondre sur une crèche de 20 lits à Belleville où, quand ça t'arrive, tout est mâché. Le site, le programme, le budget, le maître d'ouvrage, l'épannelage. Et donc, au fond, l'architecte devient un directeur artistique qui travaille sur une épaisseur d'1,50 m de croûte de façade. Donc, comme ça, on ne veut pas le faire. On a commencé par fabriquer notre propre commande, à fabriquer nos projets. Donc, le projet de Volubilis que je vous ai montré, personne ne m'a dit « Tarek, ça serait bien qu'on fasse un musée ici ». On s'est saisi, on s'est proclamé, et on a fabriqué notre maîtrise d'ouvrage, levé les fonds pour le faire, organisé la relation avec l'UNESCO, fabriqué le programme. Quasiment toutes les opérations que vous avez vues ici, à l'exception d'une, sont des opérations où on a constitué le périmètre de notre travail. Ça pour vous dire deux choses. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on commence bien avant le périmètre traditionnel de l'architecte et qu'on termine bien après. Si je prends le cas du Centre culturel du Maroc à Paris, on a inventé ce programme, on a inventé ce site, on a levé les fonds, on a excité les gens pour le faire. On fait le bâtiment et aujourd'hui, on en fait la préfiguration culturelle, la programmation pour que quand il ouvre, ce ne soit pas juste un écrin, mais qu'il y ait dans sa programmation qu'il puisse incarner ce que le bâtiment veut faire. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on a deux structures en miroir. Une ONG, qui est une fondation à but non lucratif, qui a pour objet d'accompagner, de monter les projets, que ce soit une école de danse au Sénégal, que ce soit de l'urgence et de la post-urgence en Haïti. On ne fait pas que des choses glamour, hein. On va là où on a besoin de nous. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est devenu une manière de faire. C'est-à-dire que maintenant, même quand on répond à un concours, on fait ce travail de déconstruction de la commande et de sa réorganisation. Et de manière plus perverse, c'est devenu une marque, c'est devenu une brand. C'est-à-dire que les gens viennent maintenant nous voir pour ça, en nous disant, on voudrait faire les choses. Quand je dis les gens, y compris des gros opérateurs, des gros promoteurs, qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus trop continuer à faire les choses comme ils les font. Donc ils viennent nous voir en nous disant, on aimerait faire autrement, comment peut-on faire? Donc on a commencé au début comme ça, et aujourd'hui c'est devenu une méthode. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle à poser? C'est le moment. La première personne qui pose des questions ne veut jamais se présenter. Donc, les présentateurs, ils ont toujours 2 ou 3 personnes qui sont pleines de l'argent. Et la première personne qui pose des questions, parce qu'après ça, vous ne voulez pas. C'est toujours comme ça.
Ok, fair enough. Disons-le comme ça. Je parle très peu des projets. Je ne les raconte pas, j'explique pas comment ils sont faits. Je parle de la raison pour laquelle on les fait. Parce que j'essaye de défétichiser le rapport à l'objet, le rapport à la matière. Entre parenthèses, pour moi, j'aime autant la terre que le béton et tout ce qu'il y a au milieu. Par exemple, le projet du lycée, c'est un projet qui est fabriqué par un... C'est un peu plus compliqué. C'est une entreprise qui vend des phosphates. D'accord ? Les phosphates, c'est un truc très polluant qu'on utilise pour faire des engrais. C'est une immense entreprise qui construit ça. Donc on s'est posé la question de c'est quoi les déchets du phosphate et où est-ce qu'ils vont. Alors les déchets du phosphate, c'est une espèce de pâte complètement toxique qu'ils jettent dans la mer. Donc on a travaillé avec Lafarge et Holcim pour récupérer cette pâte, la retraiter et l'utiliser comme base pour le béton. La couleur un peu beigeasse de ce truc-là, elle est liée au fond aux matériaux premiers qu'on utilise. Donc on a créé une filière. Du coup, Holcim a fabriqué un plant, une usine, pour transformer avec l'OCP les déchets du phosphate pour pouvoir les utiliser pour fabriquer ce béton-là. Du coup, l'ensemble de cette ville, maintenant, elle va être faite avec ce truc un peu bégeâtre. Pour une raison simple, c'est qu'on s'est dit, on ne peut pas juste fabriquer une forme. Donc, c'est une anecdote, d'accord ? Quand je parle d'un projet, j'en parle toujours pour ne dire qu'une chose. Un projet, c'est jamais une chose. C'est toujours une multitude de choses qui nous amènent ici. Quand j'ai parlé de ça, c'était simplement pour dire que dans un territoire où il fait très, 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 très chaud, où tu as des gamins qui sont perdus, tu essayes de fabriquer un lieu de la communauté sans avoir les moyens ni de rafraîchir, ni d'irriguer. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait cette immense plaque de percolation qui permet d'absorber toutes les humidités possibles et de faire un jardin pour l'ensemble de ces gamins qui soit un lieu de vie. Si je fais que ça, ce sera pas mal. Ah, parfois, c'est pas compréhensible. Allez-y. Je vous écoute. Ok. Bon, je vais commencer par Dubaï. Les structures réglementaires à Dubaï sont même plus contraignantes qu'en France. Okay, parce qu'ils sont plus dans une culture anglo-saxonne. Donc, du point de vue réglementaire, on doit fabriquer un espace qui est habitable. Il n'y a rien dans la réglementation qui dit que dans un espace d'exposition, je dois mettre les gens dans une situation de confort de 27 degrés. D'accord ? La RT, pour les espaces qui ne sont pas des espaces de travail, c'est des espaces d'exposition, tu peux faire ce que tu veux. Donc, en termes de réglementation, ce qui a été le plus compliqué, ça a été de faire accepter la terre. Donc, on a mis 8 mois d'essais, d'ATEX, d'aller-retour, de laboratoire. Donc, ça a été très compliqué de leur dire qu'on peut faire un bâtiment entièrement en terre, sans éléments métalliques, sans éléments en béton pour les structures verticales. Vous verrez que les socles sont des immenses socles en béton, mais les murs se portent eux-mêmes et portent l'ensemble du bâtiment. Pourquoi Paris ? D'abord parce que j'aime cette ville, que je suis parisien, que je m'y sens bien, que je crois absolument aux valeurs de ce que la France peut projeter dans le monde. Moi, j'en suis un produit, donc je ne lui tourne absolument pas le dos. Je suis un ambassadeur de la France là où je vais, et que j'ai envie qu'on se saisisse tous un peu plus de ça avec ambition. Je pense que c'est une ville qui a énormément de choses à offrir au reste du monde. En plus, une ville incroyablement agréable à vivre et mes gosses y sont bien.
C'est une question très, très juste. Bon, d'abord, Paris est une ville qui fonctionne incroyablement bien. Difficile de faire plus performant que Paris dans tout, dans son rapport à l'énergie. Enfin, c'est une ville, et dans sa pensée, et dans sa gestion, qui fait envie au monde entier. Ce n'est pas le cas de toutes les villes. Tu prends une ville comme Las Vegas, tu peux vraiment te poser la question de quel est l'avenir de cette ville. C'est une ville qui a aucune inertie, aucune résilience. Si tu fermes le robinet, la ville meurt. Moi, je pense fondamentalement que les villes qui ne peuvent pas se supporter doivent disparaître. J'ai aucun mal avec ça. L'histoire de notre humanité est faite de conquêtes et de désertion. Donc j'ai aucun problème. Si la ville n'est pas capable de trouver ses ressources dans son sol, dans son territoire quasiment immédiat, c'est une ville qui ne pourra pas vivre le siècle qui vient. Donc il y a des choses réparables, il y a des choses qu'on peut faire mieux, et on peut apprendre énormément de certaines villes comme Paris, mais il y a des villes qui sont absurdes. Et là, il faut, comme en Libye, faut arrêter la mayonnaise. C'est pas possible. De l'inconfort? Absolument. Mais moi, j'adore Paris pour ça. Non, il la quitte parce que c'est trop cher. Il n'y a personne qui veut vraiment quitter Paris. Tu donnes à quelqu'un Paris 250 mètres carrés dans le Marais, et jamais il sort. Les gens partent parce qu'ils ont une idée de ce que doit être le confort, dont ils n'ont plus les moyens. Alors le vrai challenge d'une économie qui serait, ou d'une politique qui serait généreuse, c'est comment on fixe les populations, comment on leur donne les moyens de rester dans ces territoires. Ça. Et Paris y arrive un peu. Hein. Faut pas, par rapport à d'autres territoires, tu arrives à avoir des logements sociaux, du locatif. Bon, c'est pas que des Airbnb partout. Tu vas dans une ville comme Florence, par exemple, c'est une ville qui s'est vidée de ses habitants et qui, quand tu n'es pas en période estivale, bah, la ville est fermée. Donc, de ce point de vue-là, Paris reste une ville très puissante. Tu n'as pas du tout abordé ton expérience en tant qu'enseignant. Donc, moi, j'aimerais savoir quelles sont les interactions entre ce rôle, ce travail pédagogique et l'architecture. Et puis aussi, c'est un enseignement qui se passe où? Bon, je commence par la dernière partie. J'enseigne depuis de longues années au MIT, à Cambridge. Et j'ai toujours enseigné. Ça fait 18 ans que j'enseigne. Pour 3 raisons essentielles. La première, parce que la durée de l'enseignement, ce n'est pas la durée de l'agence. Donc, je vous ai parlé de projets que l'on fabrique. Tous les projets que l'on traite en enseignement, c'est des projets où on utilise l'université pour cristalliser des choses. Là, par exemple, en ce moment, le dernier atelier que j'ai fait, c'est sur la réhabilitation d'un monastère des années 50 dans l'anti-Atlas marocain, dans le Moyen Atlas marocain, pardon. Et on a utilisé le travail avec les étudiants pour cristalliser une énergie, une maîtrise d'ouvrage, lever des fonds, tout en faisant un travail architectural très précis. Donc pour nous, il y a ce travail de laboratoire, de fabrication des opérations, qui permet aussi aux étudiants d'être toujours dans une situation réelle. Tous les projets que j'ai faits, c'est toujours des projets spéculatifs dans lesquels les étudiants sont en prise directe avec le territoire, la maîtrise d'ouvrage, la réglementation. On les oblige à faire le projet dans des conditions qui ne sont pas les conditions du réel, mais les conditions du réel que j'aime bien. La deuxième raison pour laquelle on le fait, c'est que ça permet d'essayer de continuer à formuler les choses clairement. Quand on est tout seul dans son agence, on arrive vite à se raconter des salades. Quand tu es avec des étudiants, tu es obligé de leur expliquer pourquoi ce qu'ils font c'est très bien ou pourquoi c'est pas très bien et pourquoi tout n'est pas possible. Donc cet effort de formulation m'est très cher et l'enseignement m'a toujours permis ça. La dernière, on en parlait tout à l'heure, c'est parce que c'est dans les écoles qu'on recrute les meilleurs architectes. Donc j'enseigne parce que c'est là que je construis les talents de l'agence. Il ne faut pas leur dire. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je sais pas quelle heure il est. C'est bon. Ah. Tout là-haut.
C'est ma question préférée. Ok. Je suis très sérieux quand je dis que quand on nous demande de faire quelque chose, et vraiment c'est un luxe, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de travail, mais même quand on n'en avait pas, la première question que l'on se pose, c'est vraiment celle de la nécessité. La nécessité, ce n'est pas une seule chose qui est nécessaire. C'est une série de choses qui rendent un projet possible et nécessaire, ou une série de choses où ils te font dire de ne pas le faire. Je ne peux même pas compter le nombre de fois que j'ai dit à des maîtres d'ouvrage, il ne faut pas faire ça. Viens, on ne le fait pas. Viens, on le fait ailleurs. Ou viens, on le fait dans 10 ans. Je suis très sérieux parce que, au fond, construire est devenu un acte mécanique dont, au fond, l'économie a besoin. Donc, que ce soit les États, les entreprises, les développeurs, ils le font sans se poser vraiment la question de son utilité. La première chose, c'est quand tu fais une chose et que quelque chose d'autre existe, pourquoi le faire? S'il y a déjà des logements vacants, pourquoi je vais construire 2000 logements? La première chose qu'il faut se poser, c'est quelle place ce que tu vas fabriquer va avoir dans le monde. Quand je montre un musée sur Volubilis, ça faisait 60 ans qu'on n'avait pas fabriqué un musée au Maroc. Ce site-là accueille 1,5 million de personnes, il n'y avait pas de toilettes. Il y avait une absolue nécessité pour les visiteurs, pour les archéologues, de trouver une manière de le faire. Et il fallait le faire dans un diagramme de contraintes impossible, avec très peu d'argent. Bon, donc, la nécessité, on la construit. Et parfois, on se trompe. Parfois, on essaye de se convaincre. Mais on se pose toujours cette question-là. Ce matin, j'étais avec Lina sur une opération qu'on nous demande de faire. Je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je ne suis pas le champion du monde du 3 pièces. Je ne peux pas. C'est de le faire, ça ne va rien apporter de plus que ce qui existe. Et je suis convaincu de la chose que j'ai dite au tout début. L'architecture, c'est d'abord une force de détérioration des territoires. Il n'y a jamais eu un projet urbain qui a guéri. Il n'y a jamais eu un projet urbain qui a sauvé. Quand on a construit après la guerre, dans les années 70, on s'est dit tout ce qu'on a fait après la guerre, c'est pas bien. Quand on a fait les villes nouvelles dans les années 70, à la fin des années 80, on s'est dit c'est pas bien. Quand on a fait Montpellier dans la fin des années 80-90, on s'est dit aujourd'hui c'est pas bien. On passe notre temps à réparer tout ce qu'on avait fabriqué pour réparer. Il faut garder cette notion en tête que l'architecture, c'est partout et toujours une forme puissante de détérioration. Donc, pour la faire, il faut vraiment qu'il y ait de bonnes raisons. Donc, il faut en faire beaucoup, beaucoup moins. Et il faut la faire beaucoup, beaucoup mieux. C'est pas du tout ce que je dis. Je dis pas du tout on fait rien. Je dis juste il faut accepter que de manière ontologique, on détériore les lieux dans lesquels on va. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je le fais moi-même. Il faut accepter que c'est une force puissante qui traverse notre métier. Ça ne veut pas dire que parfois, ce n'est pas ultra important de le faire. Maintenant, la deuxième partie de ce que tu as dit, qui est de dire, est-ce qu'on ne peut pas le faire au-dessus? Aujourd'hui, on n'est plus capable de faire l'architecture sur l'architecture, la cannibalisation dont je te parlais. On ne sait plus que la faire à côté. Pour une raison simple, c'est que le rapport du territoire, qui était un rapport patrimonial, est devenu un rapport financier. Un bâtiment, c'est d'abord un taux d'amortissement. Vraiment. Donc on n'est plus capable aujourd'hui de faire sur lui-même. On va l'enlever pour en faire un autre. Donc toute cette capacité de digestion, de métabolisation que l'architecture a toujours eue, elle s'est cassée depuis une quarantaine d'années. Donc dès qu'on a la possibilité de le faire, il faut le faire, bien sûr. C'est pas du tout clair ce que je te racontais. Parce que je ne considère pas que la détérioration, c'est mal. Je dis juste qu'il faut accepter que ça fait partie de notre métier. Et que si on ne l'accepte pas, on est juste candide, naïf, voire dangereux. Il y a dans tout... Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais beaucoup d'urbanisme. Je considère que la ville, elle se fabrique dans un pendule
entre planification territoriale, politique, et soulèvement. C'est impossible de penser le Paris de Haussmann sans penser juste après la commune. Le soulèvement et la planification sont les deux faces de la ville. De la même manière, la projection radicale de nid d'abeilles et la capacité de ses habitants à le métaboliser sont les deux faces de l'architecture. Ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que quand Jules César fait une voie qui traverse la Gaule, ce n'est pas pour créer de l'espace public, c'est pour faire passer des armées. Quand l'armée israélienne dans la bande de Gaza fabrique des routes, ce n'est pas pour fabriquer de l'espace public. Avant, quand il y avait encore des colonies à Gaza, moi j'ai construit à Gaza, à Khan Younes. Pour faire Gaza City, Khan Younes, 30 km, hein, tu mettais 6 heures en voiture. La route, qui est un outil de notre métier, était utilisée dans une dimension martiale. De penser que ce que l'on fait, c'est le monde des bisounours, c'est lui enlever la puissance qu'il a. Aujourd'hui, quand je dessine une route, je pense à Tsahal et je pense à Jules César. Et je pense à la commune. Là, tu m'as sorti de ma zone de confort. Hein. Donc, je te réponds différemment en te disant, je montre cette image parce que c'est l'image la plus répulsive de la collaboration, c'est-à-dire de la résignation. Et je pense qu'aujourd'hui, on pense encore les plaies, pense au sens de réparer, hein, on pense encore les plaies de ce moment infâme de notre histoire de France, où on a abdiqué l'ensemble de nos valeurs. Et moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'architecte, si on ne se met pas en résistance du système pour et dans lequel on construit, on abdique absolument les valeurs qui font que l'on doit réinventer notre rapport au monde, notre manière de vivre ensemble et de faire revivre nos corps dans cette dimension-là. Aujourd'hui, les commandes que te passe Bouygues Immobilier, c'est des commandes qui font mal au sol, font mal aux gens qui l'habitent. Donc tu peux y répondre en mettant une jolie façade. Mais tu n'as pas le droit d'y répondre si tu penses sérieusement que c'est toxique. Or, je pense qu'au-delà de la question de la détérioration qui est, elle, inhérente à notre métier, il faut qu'on refuse de faire ce qu'on nous demande de faire. Il y a une nécessité de désobéissance. Le dernier livre de l'agence s'appelle Territoire de désobéissance. Parce qu'il faut dire non. Il faut dire, c'est pas parce que tu es mon maître d'ouvrage. Ok, je vais répondre d'une manière différente. On a 3 prérogatives. On a 3 rôles, et 3 rôles uniquement. Le premier, c'est un rôle contractuel. Tu es mon client, je signe un contrat avec toi, je te dois des documents, je te dois une relation déontologique, je te dois un travail. Ça, c'est clair. Le deuxième rôle, qui n'a rien à voir avec toi, c'est celui que j'ai vis-à-vis de la collectivité. C'est toi qui me payes, mais je construis pour les autres, ceux qui vont passer devant, ceux qui vont vivre l'espace public. Non seulement je construis pour eux, mais la plupart du temps, quand je parle de transgression, je construis pour eux contre toi, même si c'est toi qui me payes. La troisième prérogative, qui est la plus difficile à imaginer, c'est qu'au-delà de la relation contractuelle, au-delà de la prérogative publique, on doit témoigner pour le vivant. On doit construire pour les abeilles, les insectes et les oiseaux autant que pour les humains. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, la deuxième et la troisième prérogative ont disparu. La seule chose qui existe, j'exagère évidemment, je suis caricatural parce que ce n'est pas vrai, il y a des gens bien partout. Mais aujourd'hui, ce qui est généralisé, c'est la relation contractuelle et basta. J'ai fait mon métier. Ben, j'ai fait mon métier, c'est le même que celui qui a appuyé sur le bouton. J'ai fait mon métier. On m'a dit de faire, j'ai fait où on m'a dit de faire. Eh ben, je suis en train de dire, pour reprendre ton analogie un peu violente du nazisme, tous les gens qui on a dit de faire, il y a eu des gens qui ont dit non. Ceux-là, ils sont du bon côté de l'histoire. Ils ne sont pas beaucoup. Hein. Et je pense qu'on en est là. Moi, je fais ce que je peux. Non, sérieusement, le plus dur, c'est de se lever le matin. C'est quoi ton drive? Qu'est-ce qui fait que, ici, dans le ventre, qu'est-ce qui fait que tu y arrives? C'est un métier merveilleux qui peut te griser, qui peut te faire penser que tu es Dieu. Mais il faut, à un moment donné, voir
qui toi tu es. Moi, je peux vous parler que de moi, hein. Je vous parle de personne d'autre. Mais moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est la volonté d'essayer de penser qu'on doit fabriquer un monde nouveau. Un bâtiment à la fois. J'imagine que ce discours est au cœur de ton enseignement. Aujourd'hui, le public nantais réagit de cette manière-là. Comment le public de l'UMIT réagit à ça? C'est pour ça qu'ils m'ont recruté. C'est parce que la puissance de ces universités, en plus, MIT en particulier, qui est une vraie, très très bonne école d'archi, qui a à sa tête un très bon directeur, ils ne veulent pas une voix monolithique, ils veulent des voix dissonantes. Et ils considèrent que ce que l'on raconte nous, ce que l'on fait, ce que l'on fabrique, la manière dont on le fait avec leurs étudiants, fait découvrir aux étudiants une autre manière de faire le métier. Certains d'entre eux, il y en a peut-être un ou deux qui vont tracer un sillon comparable, il y en a d'autres qui vont travailler pour Corporate America, mais c'est quelque chose qu'ils entendent. Tu sais, tout le monde aujourd'hui est à la recherche de sens. Tout le monde sait, y compris les grandes entreprises, qui ne peuvent plus continuer comme ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'alternatives qui sont proposées. Nous, on en propose une petite, ce qu'on fait nous. Et pour certains, ça marche. Ok. Je vais essayer de répondre de manière concise. Il y a deux choses dans ce que tu as dit. La première, c'est je considère qu'en tant qu'architecte, on doit se saisir de l'avenir et qu'on ne peut pas juste faire une sténographie du présent. On est obligé de s'inscrire là-dedans. Les bâtiments que l'on construit aujourd'hui, on sait que dans 20 ans, ils seront invivables. Donc on doit les penser à cet horizon-là. Mais je vais au-delà et je dis qu'il y a toute une tradition de notre métier qui est une tradition de spéculation sur l'avenir. Et il faut accepter que dans cette spéculation, on se trompe. C'est pour ça que je pense qu'il y a une dimension spéculative sur l'avenir dans laquelle il doit y avoir une dimension critique. Et il y a une dimension de la pensée de l'objet qui doit être inscrite dans un espace technologique qui est le présent projeté. C'est la différence entre Walking City, que tu vois là, et Beaubourg. Okay, il y en a un qui est une image de l'avenir et l'autre qui est une idée de l'avenir. On a besoin des deux. La seule chose que je dis, c'est que moi, j'essaye d'enlever de ça la notion de progrès. Parce que je considère qu'on peut penser le futur sans penser que aujourd'hui c'est mieux qu'hier et demain c'est mieux qu'aujourd'hui. Nous, moi et ensuite vous, on est la première génération depuis 150 ans qui allons donner moins à nos enfants que ce qu'on a reçu nous-mêmes. On est la première génération où la question du progrès est cassée. Et ça, je pense qu'il faut s'en saisir. Face à ça, et je reviens donc à la deuxième partie de ta question, l'architecture est énergivore, mais pas partout. Moi, j'ai construit Volubilis avec 80 ouvriers et un puits et un générateur au gasoil. D'accord ? Donc, tu peux le construire avec beaucoup de frugalité. On a fait une école de danse au Sénégal, on a mis 8 ans pour la construire. Elle a été construite par la troupe. Donc, bon, bah, tu t'organises. Tu fais. Je pense que l'erreur, c'est d'essayer de faire partout la même chose. Et la deuxième erreur, c'est de considérer que ce qu'on fait ailleurs, on ne peut pas l'importer ici. Moi, pendant très longtemps, quand j'ai commencé, je prêchais la bonne parole. Je disais, oui, tu comprends, nous, en France, on fait ça, l'espace public, l'îlot, c'est correct, c'est propre, RT, HQE. Maintenant, je fais exactement l'inverse. J'amène ici ce que j'ai appris ailleurs.
Et je pense qu'on doit jouer ce rôle de passeur quand on a la chance de pouvoir le faire. Bien, on va terminer sur cette dernière intervention. Merci à vous d'être venu. Merci à Tariq Walalou d'être venu également.